Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La transition politique malienne respectera-t-elle les délais pour la tenue des élections présidentielles et législatives prévues en février 2022 ? À l'issue de sa mission de 3 jours au Mali, la CEDEAO émet des réserves. Nous verrons pourquoi au cours de cette édition. Les exilés ivoiriens ne jouiront plus du statut de réfugiés. Le gouvernement ivoirien a signé la clause de cessation avec plusieurs pays d'asile, un dispositif qui s'explique par l'apaisement sociopolitique qui prévaut désormais en Côte d'Ivoire. Et triste bilan économique pour la Libye après une décennie de troubles politiques et sécuritaires. Le pays enregistre des pertes de revenus de 1 000 milliards de dollars, principalement à cause de la mise à mal de la production de pétrole. Mais tout d'abord, débâcle pour le parti islamiste au pouvoir au Maroc. Le PJD, à la tête du gouvernement depuis une décennie, a subi une véritable déroute lors des élections générales de ce mercredi 8 septembre au profit des partis libéraux. Selon les résultats provisoires tombés ce jeudi, le parti Rassemblement national des indépendants est en tête avec 97 sièges. Vient ensuite le parti Authenticité et Modernité avec 82 sièges. Le parti Justice et Développement est crédité de 12 sièges contre 125 auparavant. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a tenu une mission au Mali du 5 au 7 septembre. Le but de ce déplacement, évaluer l'état d'avancée du processus de transition. Sa conclusion est en demi-teinte puisque l'organisation est préoccupée par l'insuffisance d'actions concrètes dans la préparation des élections prévues en février 2022. Les explications de Philomène Tine. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, doute de la tenue des élections présidentielles et législatives en février 2022 au Mali. L'instance ouest-africaine se dit préoccupée et souligne une insuffisance d'actions concrètes dans la préparation effective du processus électoral dans le pays. Elle rappelle à cet effet au gouvernement de transition malien l'importance de se conformer au respect de la date des élections afin de montrer la crédibilité du processus de transition. La mission a apprécié l'expression renouvelée des autorités de la transition à respecter la période convenue de la transition devant la communauté internationale. Toutefois, la mission reste préoccupée par l'insuffisance d'actions concrètes dans la préparation effective du processus électoral. Une mission de la CEDEAO diligentée par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan a séjourné au Mali du 5 au 7 septembre 2021 afin d'évaluer le processus de transition et les progrès dans la préparation des élections prévues se tenir en février 2022. Celle-ci invite le gouvernement de transition à présenter rapidement un chronogramme détaillant le calendrier, à préparer une liste électorale et à choisir l'organe ou des organes devant conduire ces scrutin. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons un doute sérieux sur le respect du délai imparti par la CEDEAO. Et plutôt, on tend vers l'organisation des assises. Aussi, la classe politique, dans sa grande majorité, a des doutes sur la volonté réelle des autorités actuelles de faire les élections. Aujourd'hui, on va vers une situation assez confuse et même vers une crise politique dans la mesure où on ne sait pas quand et comment les élections vont se tenir aux dates indiquées et quels sont aussi les moyens que la CEDEAO dispose pour obliger les autorités actuelles de la transition à aller vers ces élections-là. Au Mali, le calendrier électoral prévoit pour cette fin d'année 2021 un référendum constitutionnel le 31 octobre. Des élections régionales et locales ont également été annoncées pour le 26 décembre. Également dans l'actualité, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest semble avoir suivi les recommandations du président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo concernant la situation qui prévaut en Guinée après le coup d'État militaire du 5 septembre.
Le chef de l'État bissau-guinéen s'était opposé le 7 septembre à des sanctions économiques à l'endroit de la Guinée, déjà en difficulté. Les dirigeants des États membres de la CEDEAO ont donc simplement décidé ce mercredi par visioconférence de suspendre la Guinée des instances de décision de l'organisation et de dépêcher dès ce jeudi une mission dans le pays pour s'entretenir avec les nouvelles autorités. Vers la fin du statut de réfugié pour un grand nombre d'Ivoiriens, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a signé ce 7 septembre une déclaration qui recommande officiellement la fin de la protection internationale dont bénéficient les exilés ivoiriens. Une décision qui intervient à un moment où 60% des réfugiés ivoiriens interrogés souhaitent être rapatriés, mais beaucoup restent tout de même indécis. Plus de détails avec Roberto Bogbey. Ils ne jouiront plus de ce statut. Environ 50 000 réfugiés ivoiriens disséminés dans la sous-région ouest-africaine sont concernés par la clause de cessation du statut de réfugié. Dans un mois à Genève, le Haut-Commissariat aux réfugiés proclamera la dite clause. Les États devraient alors l'annoncer avant le 31 janvier 2022. Le HCR a recommandé qu'elle prenne effet à partir du 30 juin de l'année prochaine. Cela consiste d'abord en une assistance juridique. Pour ceux qui sont rentrés par exemple, il y a une clause dans l'accord qui a été signée qui est importante et qui déclare que si vous aviez des impôts à payer par rapport à la propriété que vous aviez, que de manière rétroactive, vous ne soyez pas soumis à cet impôt. Si certaines propriétés ont été prises pendant que vous étiez absent, qu'elles vous soient retournées. Cette décision intervient à un moment où, selon les Nations Unies, 60% des réfugiés ivoiriens interrogés souhaitent être rapatriés, tandis que 30% des réfugiés et demandeurs d'asile en Afrique de l'Ouest et du Centre se disent indécis. 10% auraient décidé de rester dans leur pays d'accueil où ils ont développé des liens forts. Parmi les 51 000 réfugiés ivoiriens encore en exil, certains ont choisi de ne pas rentrer, simplement parce qu'ils ont établi des liens très forts dans la société, dans la communauté qui les a accueillis. Par exemple, certains sont nés en exil, donc ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Il y a ceux aussi qui estiment que, indépendamment du retour de la paix et de la sécurité générale en Côte d'Ivoire, leurs circonstances personnelles nécessitent qu'ils maintiennent leur statut de réfugié. Et c'est prévu dans la loi d'asile, même lorsque la clause de cessation est invoquée, un nombre assez réduit de personnes effectivement peuvent bénéficier du statut de réfugié malgré la clause de cessation. Les deux guerres civiles ivoiriennes, 2002-2007 et 2011-2012, ont entraîné deux vagues distinctes de déplacements civils à grande échelle, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Bientôt, ceux qui le souhaitent pourront revenir à la maison. Les indicateurs économiques de la Libye sont dans le rouge après une décennie de troubles politiques et sécuritaires. Le pays, dont l'économie est basée sur le pétrole, a subi des pertes de revenus de l'ordre de 1 000 milliards de dollars sur la période 2011-2020. En misant sur un retour à la stabilité, le gouvernement libyen de transition compte s'appuyer sur le potentiel du pétrole pour assurer la relance de l'économie. Les précisions de Nathalie Mo. Le ministre de l'économie et du commerce, Mohamed Oué, a révélé que l'économie libyenne a perdu 1 000 milliards de dollars de revenus entre 2011 et 2020. Des pertes directement imputables à l'instabilité politique dans le pays. Cette période est également marquée par une baisse du produit intérieur brut, passé de 90 à 40 milliards de dollars. De plus, l'un des principaux points faibles de l'économie de la Libye réside dans l'instabilité du taux de change de sa monnaie, le dinar libyen. La Banque centrale de Libye doit défendre la valeur du dinar contre les devises étrangères, dont le dollar américain, selon des critères qui sont basés sur les règles internationales fixées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui assure le contrôle de l'inflation et améliore le niveau de vie. L'économie libyenne repose principalement sur les revenus pétroliers, mais le contrôle des zones et installations de production du pétrole sont au cœur du conflit entre le gouvernement national et les troupes du général Haftar. Le ministre Oué a relevé l'importance de protéger le secteur pétrolier libyen.
الوزارة المركزية فنقل هذا الاختصاص. La Libye produit actuellement environ 1,3 million de barils de pétrole par jour et elle peut porter la production à 3 millions de barils de brut si la situation sécuritaire est stabilisée et que le secteur pétrolier est tenu à l'écart des conflits politiques. Nous devons fixer des priorités telles que l'augmentation des investissements dans le pétrole ou encore la fourniture d'électricité. La Libye dispose de nombreux atouts susceptibles de porter sa croissance économique. Elle occupe la 4e place mondiale en termes de réserves de pétrole de schiste, estimées à environ 43 milliards de barils. Dans son plan de diversification économique, le pays peut compter sur sa richesse halieutique et son potentiel agricole. À noter que le sud de la Libye est considéré comme le berceau du blé en vrac. Le Tchad prend le problème du surpoids à bras-le-corps pour lutter contre l'obésité. Un complexe sportif a été mis en place à N'Djamena. Il permet aux jeunes et aux femmes de pratiquer du sport dans un cadre discret et sécurisé. Rappelons que le Tchad a enregistré en 2016 un taux de prévalence de l'obésité de plus de 6% chez les adultes, selon l'index Mundi. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nathalie Mo. Offrir un cadre discret et sécurisé pour les activités sportives et récréatives au N'Djamenois, c'est l'objectif que vise le SCIO Complexe Sportif. Une initiative qui permet à certaines catégories de personnes qui ne peuvent pas aller dans les salles de gym ordinaires de venir faire des exercices physiques en toute intimité. Selon la promotrice du complexe, Awatif Ousmane Ali Fadel, le but est de contribuer à lutter contre le problème de surpoids qui constitue un véritable problème de santé. Dans ces complexes, par exemple, si les footballeurs sont ici, ils jouent au football, ils s'entraînent et ils n'ont pas besoin en fait de chercher d'autres salles ou de gymnastique pour faire de la gymnastique, du poids, etc. Donc il y a tout ça dans le complexe. Donc ils sortent de l'entraînement de football, automatiquement ils peuvent rejoindre les salles de gym, puis ils peuvent pratiquer en fait la musculation et autres activités dans la salle de gym. La plupart des personnes dans la capitale font leurs exercices physiques dans les rues et courent d'énormes risques liés aux accidents routiers. En plus d'offrir des salles de gym, des terrains de sport et des salles de détente, le SCIO Complexe Sportif met à la disposition de ses abonnés des professionnels qui les accompagnent dans les exercices physiques quotidiens. Donc supposons que quelqu'un qui n'a pas le temps de pratiquer le sport, mais tout ce temps c'est au bureau. Donc il peut venir avec ses habillements en fait pour aller au travail, mais il peut venir ici s'égarer. Donc nous avons en fait des vestiaires où vous pouvez vous changer parce que vos affaires ici, il y a la sécurité des affaires des clients aussi. Au Tchad, selon le ministère de la Santé publique, 3 personnes sur 5 souffrent de problèmes de surpoids et plus de la moitié d'entre elles subit régulièrement des complications sanitaires graves telles que l'hypertension artérielle. Les autorités ont salué la création du SCIO Complexe Sportif et estiment qu'il contribuera à réduire le taux d'obésité dans la capitale. La deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 Zone Afrique a livré son verdict. À l'issue des matchs qui se sont disputés du 5 au 7 septembre, le Malawi et le Sénégal se sont distingués. Résumé de cette série de rencontres avec Roberto Bogbe. La deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 avait pour principale attraction le duel Algérie-Burkina Faso. Les champions d'Afrique algériens ont été tenus en échec par des étalons mardi au cours de cette sortie pour tenter de rejoindre le Qatar. Les Fennecs restent en tête du groupe A, mais seulement à la différence de but devant le Burkina Faso. La série de matchs sans défaite se poursuit. L'Algérie reste invaincue. Grosse série, 29 matchs au total. C'est quand même énorme. C'est la meilleure série en cours sur le continent africain. Une belle prestation de la part des étalons face à une équipe d'Algérie qui a eu des difficultés, qui a ouvert le score. Avec Sofiane Feghouli, le Burkina s'est arraché, a eu beaucoup d'occasions et a su neutraliser ses adversaires au milieu de terrain. C'était pas évident. Ils ont égalisé avec Abdoul Faisal Tapsoba, le Burkina qui n'était pas au complet non plus, il faut le souligner, et qui font des progrès déjà depuis plusieurs mois, depuis même quelques années.
En Afrique du Sud, l'équipe du Malawi a battu celle du Mozambique 1-0 pour le compte du groupe D. Le but a été inscrit par Richard Mboulou à la 10e minute. Grâce à ce succès, les Flammes restent à la lutte avec les Ivoiriens, premiers avec 4 points, ainsi que le Cameroun, deuxième du groupe. Les Lions du Sénégal, quant à eux, enchaînent une deuxième victoire en 2 matchs, en s'imposant à Brazzaville face au Congo, 3-1. Un match compliqué pour les Lions de la Teranga, c'est évident, parce que les Diables Rouges se sont procurés beaucoup d'occasions, ont fait un bel effort, ont tenu pour le plus gros du match, et finalement ils ont craqué en fin de rencontre. Ils se sont fait avoir à l'usure finalement de la part du Sénégal, et le réalisme aussi que l'on connaît. Cette formation sénégalaise qui s'impose 3-1, qui obtient ses résultats, qui arrive à répondre aussi dans les moments difficiles, c'est important, c'est ce qui fait les grandes équipes. Au registre des bonnes performances, on enregistre la sortie de l'Éthiopie qui a arraché une victoire 1-0 contre le Zimbabwe grâce à un penalty d'Achelo Demene aux arrêts de jeu. Le Nigeria de Victor Osimhen n'a pas attendu le bout de la rencontre pour s'imposer 2-1 contre le Cap-Vert. Une belle opération pour 6 points au compteur. La Libye bat l'Angola 1-0. Le Soudan s'incline 4-2 contre la Guinée-Bissau. Le monde des médias ainsi que celui de la culture ont subi une grande perte ce mercredi 8 septembre. Le journaliste, animateur et producteur Amobe Mevege est décédé ce mercredi, donc à l'âge de 52 ans. Il est notamment passé par RFI, TV5 Monde ou encore France 24. Il était aussi le fondateur de la chaîne Ubiz News TV. L'ensemble de la rédaction d'Africa 24 présente ses condoléances à sa famille. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.